Les anti-révisionnistes prétendent que les négationnistes postulent l'existence d'un grand complot destiné à tromper le monde sur l'existence des chambres à gaz. L'accusation n'est pas innocente. Tout d'abord, elle permet de discréditer le négationnisme en le présentant comme une théorie conspirationniste parmi tant d'autres. Chemtrails, survie de Hitler en Argentine, monde gouverné par des reptiliens. Mais surtout, cette allégation permet de présenter les négationnistes comme des antisémites qui, à leur façon, véhiculeraient la thèse du complot juif. Robert Faurisson aurait jugé les juifs assez puissants pour forger un mythe puis l'imposer au monde entier afin de le dominer tout en lui soutirant des fortunes. Le discours négationniste, qui consiste à dire les chambres à gaz n'ont pas existé, tout ça est une invention des juifs, l'erreur serait d'y répondre sur le même terrain en disant « vous vous trompez ». Les chambres à gaz ont existé, voici les preuves, voici l'immense littérature historique sur le sujet, et nous allons vous démontrer qu'elles ont existé. Ça ne sert strictement à rien, parce que celui qui tient ce discours est convaincu du bien fondé de sa thèse, parfois même il est convaincu en son fort intérieur que les chambres à gaz n'ont pas existé, et plus on cherchera à le persuader qu'elles ont existé, plus on le convaincra qu'il existe un complot juif qui vise à le convaincre qu'elles n'ont pas existé. Autrement dit, s'il croit à la théorie du complot, parce qu'il croit à la théorie du complot, à savoir qu'il y a un complot juif mondial qui vise à faire croire qu'il y a eu une gigantesque Shoah pour telle ou telle raison, eh bien si on cherche à le convaincre du contraire, on le renforce dans sa théorie du complot. Donc l'essentiel, c'est de ne pas répondre sur ce terrain-là, mais de répondre sur le terrain des mécanismes de la pensée négationniste, en lui montrant que par son négationnisme, ce qu'il cherche dans le fond, c'est à évacuer le génocide parce qu'il est l'empêcheur d'être antisémite normalement, de permettre en évacuant le génocide et en démontrant qu'il n'a pas eu lieu, de pouvoir être antisémite à nouveau. D'où le paradoxe, le génocide n'a pas eu lieu, et parce qu'il n'a pas eu lieu, je me permets moi désormais d'être antisémite, et même mieux encore, et c'est là où le paradoxe confine à l'absurde, dès lors que le génocide n'a pas eu lieu, je me permets de dire qu'il devrait avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'un peuple qui est capable d'inventer un tel mensonge et une telle supercherie mondiale est assez pervers pour être assassiné en réalité. Il est vrai qu'à ma connaissance, aucun révisionniste ne conteste la puissance de certaines associations juives, en particulier du lobby pro-israélien aux USA. Mais peut-on dire que le révisionnisme postule l'existence d'un complot juif mondial qui attesterait la puissance intrinsèque et maléfique de ce peuple ? En particulier, les révisionnistes chercheraient-ils à susciter la haine anti-juive en alléguant que ce peuple aurait inventé le mythe de l'Holocauste, puis qu'il l'aurait imposé au monde entier afin 1. D'obtenir la création de l'État d'Israël, 2. D'asservir les goïms, et 3. De leur extorquer des sommes colossales. Réponse dans cette vidéo. Sous ma dernière vidéo, un internaute écrit « En fait, la Shoah, on s'en fiche éperdument. Les Juifs ne sont pas morts. De plus, ils gouvernent en sous-main tout le monde blanc occidental. » J'ignore quelle est exactement la pensée de l'auteur, mais son propos me rappelle une argumentation qui, au sein de la droite nationale, est assez répandue. L'argumentation est la suivante. Ne perdons pas notre temps à évoquer un passé dont tout le monde se moque. Pour réveiller nos peuples, dévoilons plutôt le pouvoir maléfique que les Juifs exercent présentement dans l'ombre. À ceux qui tiennent ce discours, je l'accorde bien volontiers. Hier comme aujourd'hui, de nombreuses personnes d'origine juive sont présentes en politique et dans les secteurs clés de l'opinion publique. Du divorce à la promotion du LGBTisme en passant par l'avortement, on les accuse de favoriser la décadence du pays. Toutefois, s'agit-il d'une action occulte? Nullement, car non seulement par le passé, les Juifs ont été dénoncés au public, mais aussi, depuis Internet, la judéité de ces personnes est déclarée. Avec un peu d'attention, n'importe qui peut la constater. L'action exercée par ces personnes d'origine juive n'est donc pas occultée. Le cas du Conseil représentatif des institutions juives de France en apporte la confirmation. Son dîner annuel illustre le caractère influent de certaines associations juives. Mais il n'y a là rien de secret. Ces images, par exemple, ont été diffusées au journal télévisé.
Dès lors, évoquer un gouvernement exercé en sous-main me paraît erroné. Les juifs influents ne se cachent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils se jugent bienfaiteurs de l'humanité. Le numéro 2 du CRIF, Gil Taïeb, dit clairement « Celles et ceux qui me suivent connaissent mes combats et savent combien je me suis engagé avec force et vigueur contre les extrémismes de droite et de gauche, savent que je garde toujours l'humain au cœur de mes préoccupations. » Dans ce vacarme politico-médiatique, je retiendrai un témoignage qui m'a ému, celui de la nouvelle députée Madame Rachel Keke, cette femme de chambre qui, avec le langage du cœur, a parlé avec émotion au nom de celles et ceux qui, comme elle, sont si souvent oubliés. J'aurais aimé qu'elle n'appartienne pas à la France insoumise et que de nombreuses kékés aient été candidates dans les partis politiques fréquentables. Tout en poursuivant avec force nos combats contre les partis extrémistes si souvent antisémites, fermons les yeux et ouvrons nos oreilles et nos cœurs afin de redonner à la politique ses lettres de noblesse en agissant pour chaque citoyen. Au nom du CRIF donc, Gil Taïeb se déclare aux côtés de tous les oubliés contre les extrémismes si souvent antisémites. Manière habile de présenter le combat contre l'antijudaïsme comme un combat pour l'humanité tout entière. On ne sera donc pas surpris qu'au moment de lutter contre l'antisémitisme, les organisations juives s'affichent ouvertement, y compris avec des logos orwelliens. Car à les lire, cette vigilance de tous les instants s'effectue en faveur de la terre entière. Néanmoins, tout le monde n'est pas d'accord. Le directeur de Rivarol, Jérôme Bourbon, cite régulièrement Annick Riegel qui dénonçait l'insupportable police juive de la pensée. Venant d'une juive, ses propos ont un point incontestable. Mais justement, parlons de Rivarol, car les attaques qu'il subit sont riches d'enseignements. Désormais privé de ses principaux points de vente, le plus vieil organe de la droite nationale, 72 ans cette année, est menacé de disparaître. Son directeur accuse le lobby. Un dessin en 3e page confirme qu'il s'agit du lobby juif. Fantasme d'antisémite ? Non, car dans cette affaire, les associations juives ont agi en pleine lumière. Fin novembre 2021, le Times of Israel annonça que la LICRA demandait le retrait de l'agrément donné à Rivarol. Début mars 2022, Le Monde publia une tribune qui appuyait cette demande. Le quotidien annonça qu'elle était signée, entre autres, par les époux Klarsfeld. La manœuvre réussit. Fin mai, Rivarol perdit l'agrément de la commission paritaire. Le 18 août, Carrefour fut sommé de retirer l'hebdomadaire de ses rayons. Le géant de la distribution obtempéra le jour même. D'autres diffuseurs furent alors mis sous pression. Persuadés d'œuvrer pour le salut public, les activistes juifs ne se cachèrent pas. Au contraire, ils encouragèrent publiquement à agir. Le 22 août, l'Observatoire juif de France félicita les associations qui s'étaient mobilisées contre les distributeurs. 3 jours plus tard, enfin, la présidente de l'Organisation juive européenne, Maître Waknin Melki, revendiqua son rôle essentiel. Sur les ondes de Radio J, elle consacra une chronique à Rivarol. J'en extrais 2 passages importants. Et nous accueillons, comme promis, en studio à présent, Muriel Waknin Melki, présidente de l'OJE, l'Organisation juive européenne, de retour dans une chronique hebdomadaire sur Radio J, le jeudi à 7h20. Et nous sommes heureux de vous retrouver, Muriel. Bonjour. Bonjour, Ilana. Alors, jeudi dernier, on va parler de ce sujet. Carrefour a annoncé sur Twitter renoncer enfin à distribuer l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, bien connu pour ses colonnes antisémites, révisionnistes, négationnistes, dont le directeur Jérôme Bourbon a été condamné d'ailleurs à de multiples reprises. Il faut rappeler que pour le 65e anniversaire de l'hebdomadaire, Jérôme Bourbon avait organisé le 9 avril 2016 un banquet, le banquet Rivarol, auquel ont notamment assisté Henri Delesquin, Hervé Ryssen, Pierre Sidos, Jean-Marie Le Pen ou encore Robert Faurisson. Alors comment et pourquoi, Muriel, après tant d'années d'impunité, Rivarol se retrouve-t-il au cœur de l'été interdit de vente chez Carrefour ? Ce sont toujours les limites de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, en fait, Ilana, qui se retrouvent au cœur du combat contre l'antisémitisme. En l'occurrence, il s'agit d'une loi très ancienne, dite loi Bichet, qui prévoit la règle d'impartialité pour les agents de presse. Alors l'impartialité, concrètement, c'est quoi ? C'est que tous les agents de presse doivent recevoir toutes les publications qui leur sont confiées et leur accorder les mêmes soins lors de la mise en vente.
Alors jusqu'à ce que cette loi fasse l'objet d'une réforme fin 2019, en octobre, prévoyant que seule la presse d'information politique et générale ferait désormais l'objet d'une obligation de distribution, il fallait obtenir le retrait de l'inscription au registre des publications à caractère d'information politique et générale de Rivarol pour que cette nouvelle loi puisse enfin s'appliquer à ce brûlot antisémite. Alors c'est bien pour cette raison que la commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, qui est une instance qui est rattachée au ministère de la Culture, donc qui dépend du gouvernement, s'est auto-saisie du cas Rivarol pour décider ou non de lui retirer cet agrément. Alors, comment a procédé cette commission ? Elle s'est fondée notamment sur la décision que les avocats de l'OJE avaient obtenue le 10 décembre 2021 contre Jérôme Bourbon, directeur de Rivarol, qui avait donc été condamné à notre demande et à celle du parquet, bien évidemment, pour contestation de crimes contre l'humanité. Il y a eu également, rappelez-vous, Ilana, une tribune qui avait été portée par les époux Klarsfeld et par une trentaine d'intellectuels, qui avait été publiée dans les colonnes du Monde. Et cette tribune également appelait à priver Rivarol de toute subvention. Paris, alors oui, le combat contre l'antisémitisme, vous l'avez compris, ça nous a pris du temps pour Rivarol, mais on y est arrivé, on y arrive. Ce n'est plus qu'une question de quelques semaines, quelques mois peut-être, mais Rivarol vit véritablement ces dernières heures. Cette chronique démontre que loin d'être exercée en sous-main, l'action juive dans la mise à mort de Rivarol est au contraire revendiquée. Pourquoi ? Parce que les associations juives sont persuadées de mener un bon combat. Autrement dit, les reproches qu'elles formulent à l'encontre de l'hebdomadaire, son anti-judaïsme et son négationnisme, sont jugés suffisamment graves pour justifier sa disparition. La commission paritaire leur a donné raison. Pour retirer son agrément, elle a invoqué l'antisémitisme et le négationnisme. Sur 9 pages, les auteurs de la décision citent des extraits de Rivarol choisis pour leur anti-judaïsme ou leur dénonciation du mythe de la Shoah. Il conclut, considérant que la ligne éditoriale de ce titre, telle qu'elle ressort des contenus ici étudiés et par ailleurs régulièrement publiés dans ces colonnes, est susceptible d'inciter à commettre ces délits de discrimination raciale et promeut manifestement le négationnisme, la commission considère que la publication présente un défaut d'intérêt général et qu'elle ne peut plus demeurer inscrite sur ces registres. Une fois cette décision obtenue, les diffuseurs de presse n'étaient plus obligés de vendre Rivarol. Pour les mettre sous pression, l'organisation juive européenne prévient que l'antisémitisme, soit on le combat, soit on le diffuse. Dans son éditorial, Jérôme Bourbon écrit « Espérons que certains résisteront, même si le courage n'est pas la chose du monde la mieux partagée. Il leur suffirait pourtant de citer la phrase faussement attribuée à Voltaire qui dit en substance « Je ne suis pas d'accord avec vos idées, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. » Hélas, les distributeurs refuseront d'invoquer cette phrase, car sous nos latitudes, l'antisémitisme n'est pas une idée qui relèverait de la liberté d'expression, c'est une abomination de l'esprit. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme a mené au crime absolu. Absolu non seulement par son ampleur, 6 millions de victimes, mais aussi par les circonstances. En effet, une fois pénétré par l'antisémitisme, un peuple qui avait donné au monde des philosophes, des littérateurs, des moralistes, des musiciens et des scientifiques, perdit tout sentiment d'humanité. Son antisémitisme le conduisit à pousser des femmes, des enfants et des vieillards dans des chambres à gaz. Was wartet ihr noch jetzt weiter? Eine Luft!
The selection. This is where it is decided who will live and who will die. To the selection officer's right, the camp and possible survival. To his left, the gas. Pire, sur les cadavres, les barbares récupéraient les dents en or et les cheveux pour en faire du tissu. Voilà, nous dit-on, où a mené l'antisémitisme. Cette leçon d'histoire prodiguée, la conclusion s'impose. Parce que l'antisémitisme peut mener au crime absolu, alors il ne relève pas de la liberté d'expression. Lorsque la présidente de l'Organisation juive européenne lance « L'antisémitisme, soit on le combat, soit on le diffuse », le choix n'est qu'apparent, car maître Waknin Melki sous-entend « Si on diffuse l'antisémitisme, cela signifie qu'on accepte ça ». L'Holocauste, c'est arrivé en Europe voilà 80 ans, personne ne peut l'ignorer. Et personne ne peut ignorer qu'il a été rendu possible par l'antisémitisme. Vous êtes donc prévenus, voilà où mène la haine des Juifs. Après ça, oserez-vous encore diffuser un organe antisémite ? Jérôme Bourbon a donc raison de s'inquiéter. À terme, Rivarol sera banni de tous les points de vente, puisqu'aucun responsable ne voudra prendre le risque d'être accusé de diffuser des idées criminelles. Mais l'affaire dépasse largement Rivarol. L'auteur du message accuse les Juifs de gouverner tout le monde blanc occidental. Je dirais plutôt qu'ils participent pour leur propre compte, la lutte contre l'antisémitisme et la justification du sionisme, à un mouvement général rendu possible par la croyance en l'Holocauste. J'en veux pour preuve les 3 missions que le CRIF se donne. Lutter contre l'antisémitisme, préserver la mémoire de la Shoah, affirmer notre solidarité avec Israël. Pour ces activistes donc, la Shoah sert avant tout les intérêts juifs. Mais le message des vainqueurs de 1945 était beaucoup plus large. Les nazis, disaient-ils, avaient montré où le racisme et la xénophobie conduisaient. À l'extermination de 6 millions de juifs, dont 4 millions de gazés, sans compter toutes les autres victimes assassinées dans les camps de la mort, slaves, français, belges, hollandais. Par conséquent, lorsque le 16 octobre 1946, les condamnés de Nuremberg furent pendus, à travers eux, c'est le racisme en général qui fut mis à mort. Voilà pourquoi dans ce monde bâti sur les ruines du Troisième Reich, le racisme d'où qu'il vint serait considéré comme le péché capital, le mal absolu. Ce fait apparut très rapidement. Peu avant que le tribunal de Nuremberg ne rende son jugement,
L'épouse de l'ancien président de la Chambre du commerce américaine parla au président Truman. Elle lui déclara « Dans ce pays, les États-Unis, la discrimination contre les Noirs est aussi détestable que le racisme nazi en Europe. À Nuremberg, nous jugeons des personnes pour crimes de guerre, mais si nous les considérons vraiment coupables, alors, Monsieur le Président, nous devrions considérer comme tout aussi coupables ceux qui, dans ce pays, lynchent les Noirs. » La même semaine, un républicain et un démocrate opposés dans la course au Sénat participèrent ensemble à une réunion antiraciste durant laquelle ils se serrèrent la main. Dans un message à l'Assemblée, un intervenant lança « La discrimination et la démocratie ne peuvent coexister dans une société humaine ». La logique était donc mise en place. Transcendant les clivages politiques, l'antiracisme et la non-discrimination devenaient des obligations universelles. Voilà pourquoi aujourd'hui, le vice-président du CRIF souligne son action en faveur de toute l'humanité. De concert avec l'éducation nationale, le mémorial de la Shoah évoque d'autres génocides. Par conséquent, le combat des activistes juifs contre l'antisémitisme se généralise. Il englobe désormais le racisme et la xénophobie. D'où l'appel du CRIF. Les torchons racistes, antisémites, xénophobes et négationnistes ne doivent plus avoir droit de cité en distribution comme sur les réseaux sociaux. De son côté, ayant obtenu du libraire Rakuten la suppression des livres d'Hervé Ryssen, l'Observatoire juif de France prévient « Tant qu'un site de vente en ligne ou qu'un point de vente propose ce genre de livres xénophobes, racistes et de nature antisémite, nous nous mobiliserons sans relâche. » Emportés par la logique de Nuremberg, les activistes juifs exigent une société dans laquelle aucun discours jugé politiquement incorrect ne pourra être diffusé. Pas un site de vente en ligne, pas un point de vente. Mais la société traditionnelle qui défend un ordre naturel inégalitaire est source de nombreuses discriminations. Dès lors, le combat mené par les associations juives se tourne logiquement contre le monde d'hier. On le constate avec Marine Le Pen. Bien qu'elle ait tout fait pour se dédiaboliser, elle souhaite remettre la France en ordre et préserver l'identité nationale. Parmi les 22 mesures que le Rassemblement national propose figure l'arrêt de l'immigration en redonnant la parole aux Français, une politique familiale française, la défense de l'agriculture française, le retour à l'école traditionnelle, la mise en place d'un patriotisme économique et la création d'un fonds souverain français. Pour le CRIF, c'est insupportable. Contre Marine Le Pen, il en appelle aux valeurs républicaines portées par les Juifs de France, ainsi qu'à la défense de nos libertés individuelles et de notre diversité sociale. Il n'est donc pas étonnant que le CRIF s'engage contre tout ce qui lui paraît incarner une renaissance nationale. Avec toujours une référence à Vichy et aux heures les plus sombres de notre histoire. Oui, ces jours de juillet, comme lors des rafles qui ont suivi, la France a perdu un peu de son âme. À travers Vichy, c'est une certaine France du passé que le CRIF et ses alliés dénoncent pour la faire disparaître définitivement.
Jérôme Bourbon ne s'y trompe pas. Il écrit « Quand on se donne la peine d'y réfléchir, tout cela fait froid dans le dos ». Surtout le tweet du CRIF, institution devant laquelle se prosternent régulièrement les dignitaires politiques, religieux, syndicaux et associatifs de la République. Il ne doit plus y avoir droit de cité en France pour une publication raciste, antisémite et homophobe. Si l'on décrypte ce vocabulaire de guerre civile, cela signifie en réalité qu'il n'y a plus droit de cité en France pour un Français attaché à sa terre, à sa race, à ses racines, à sa famille, à ses traditions, à sa nation, à sa foi, à son Dieu, à la morale chrétienne, aux vertus domestiques, à l'ancienne France. C'est d'une exceptionnelle gravité. Il a raison, mais à la racine du mal se trouve l'Holocauste. Pour s'en convaincre, il suffit de rappeler le message de Serge Klarsfeld qui écrit « Le génocide a été conçu et organisé en Europe par un État d'Occident, l'État allemand, par un pays, l'Allemagne. Les grands alliés sont également concernés. L'Angleterre qui a fermé les portes de la Palestine et a laissé couler des bateaux chargés de juifs. Les États-Unis qui n'ont qu'imperceptiblement ouvert leurs portes et qui n'ont fait aucun effort en 1938 pour que la conférence d'Évian trouve une solution pour l'accueil massif des Juifs européens. La conséquence de cet exposé ne saurait être évitée, parce que l'Europe d'hier a péché en commettant ou en laissant commettre l'Holocauste, alors sa civilisation traditionnelle est torpillée. En premier lieu, les Blancs sont interdits de réflexes identitaires. Parmi les premières conséquences figure l'immigration incontrôlée. Au nom du plus jamais ça, l'antiracisme nous est imposé, provoquant la submersion de l'Europe occidentale. Tant que le spectre de la Shoah planera au-dessus des consciences, aucun retournement ne sera possible. Jérôme Bourbon l'a compris. Aujourd'hui comme hier, il dénonce le dogme shoatique utilisé pour détruire nos défenses immunitaires, nos frontières physiques et morales, notre peuple, notre nation, notre morale, nos familles. Pour les activistes juifs, ce discours est le plus insupportable qui soit. Sachant en effet qu'il s'appuie sans cesse sur la Shoah, sa remise en cause est intolérable. À leurs yeux, le révisionnisme est encore plus odieux que l'antijudaïsme. Voilà pourquoi l'Observatoire juif de France qualifie Hervé Ryssen de négationniste et antisémite. Le fait que négationniste vienne en premier est très révélateur, surtout si l'on songe qu'Hervé Ryssen n'a jamais fait du révisionnisme une priorité. Parce que Jérôme Bourbon a compris l'importance du combat révisionniste, alors les associations juives ont juré la mort de Rivarol. Et parce que les Blancs sont tétanisés face à l'Holocauste, alors là comme ailleurs, ils laisseront faire, voire ils applaudiront. Jérôme Bourbon écrit « Ce qui est intéressant à noter, c'est que nous n'avons reçu à ce jour aucun soutien, je dis bien aucun, du reste des journaux, revues et magazines au nom de la liberté de la presse ou de la liberté d'expression. Au contraire, cette campagne de délation et d'extermination a été précédée et accompagnée d'articles venimeux et vipérins contre nous. Là encore, il a raison, mais nous l'avons dit, au sein d'un pays soumis à la mémoire de l'Holocauste, l'antijudaïsme et le révisionnisme ne relèvent plus de la liberté d'expression. La liberté d'expression, elle est encadrée, précisément pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi et pour que des propos n'aient pas des conséquences néfastes sur les piliers de la démocratie. On ne peut pas, simplement parce qu'on est libre, soi-disant, de dire ce qu'on veut, proférer des propos qui véhiculent de l'antisémitisme, de la haine ou la négation des crimes contre l'humanité. Dans ce climat, beaucoup refusent de considérer le problème crucial de la Shoah. Je puis les comprendre, mais je crains que leur combat ne soit stérile. Au début des années 80, Jean-Marie Le Pen dénonçait déjà les dangers qui menaçaient le pays. En 1987, dans l'affaire du détail, il n'osa pas franchir le pas. Résultat, il fut présenté comme un monstre pour lequel 6 millions de juifs exterminés, c'était un détail. La conséquence est manifestée en 2002. Jean-Marie Le Pen s'étant hissé au deuxième tour de l'élection présidentielle, 15 jours de manifestations et un déluge de propagande holocaustique ont douché les espoirs du camp national. La veste électorale fut mémorable. 20 ans plus tard, Marine fait certes mieux. Mais sachant que les problèmes se sont considérablement aggravés, elle aurait dû remporter la présidentielle avec au moins 60% des suffrages exprimés. Par la suite,
Les élections législatives auraient dû lui donner une forte majorité à l'Assemblée. On en est loin, très loin. Parce que malgré la dédiabolisation, de Marine Le Pen émane encore un soupçon de nationalisme qui rappelle les heures les plus sombres. Une dernière réflexion pour finir. Je l'affirme, la mémoire de la Shoah sert les intérêts du judaïsme et du sionisme. Mais cela signifie-t-il que l'Holocauste aurait été inventé volontairement par les Juifs et qu'un complot mondial existerait pour perpétuer cette croyance? Mes recherches m'ont convaincu que non. En effet, après avoir circulé pendant la Première Guerre mondiale au point d'être reprise dans un roman d'anticipation, la rumeur des chambres à gaz reparut en Allemagne. C'était en 1941. Le 17 mai, un juge allemand adressa un rapport au ministère de la Justice. Il rapportait les bruits qui couraient dans la population à propos de l'euthanasie des malades mentaux. L'auteur écrivait « On leur met des habits de papier et ils sont emmenés dans une chambre à gaz où ils sont liquidés avec de l'acide prussique et un gaz narcotique supplémentaire. » Au cours du premier trimestre 1942, la rumeur des gazages homicides parvint en Pologne. On parlait entre autres de juifs tués par gaz à Lublin et à Tarnów. Fin août 1943, toutefois, les dirigeants alliés reconnurent qu'il s'agissait de bruits sans fondement solide. Un an plus tard, la propagande soviétique prétendit qu'à Majdanek, 1 500 000 personnes avaient été gazées puis brûlées. Mais si la presse anglaise et américaine se fit l'écho des allégations soviétiques, les dirigeants restèrent très discrets. En particulier, ils se gardèrent de publier une déclaration commune qui aurait parlé de chambres à gaz. Car ils savaient que cette propagande était faite pour galvaniser les troupes soviétiques au moment de monter à l'assaut final du Reich. Leur presse d'ailleurs l'affirmait sans ambages. Le 15 août 1944, un quotidien américain titra « Les Rouges appellent à venger les atrocités nazies ». L'article précisait « Les commentaires de la presse et de la radio soviétique à propos de l'usine de mort de Majdanek près de Lublin en Pologne démontrent clairement la détermination russe à faire payer à l'Allemagne et aux Allemands le prix fort pour les atrocités commises en Europe de l'Est. » Bref, on savait qu'il s'agissait d'une propagande intéressée. Aujourd'hui d'ailleurs, les autorités du musée de Majdanek évoquent 78 000 morts. La comparaison avec les premiers bilans avancés suffit pour comprendre qu'en 1944, les soviétiques mentirent effrontément à propos de Majdanek. Les prétendues chambres à gaz étaient des installations d'épouillage fonctionnant aux Zyklon B. Depuis 1942, toutefois, les Anglo-Américains avaient mis en pratique une stratégie de bombardements intensifs. L'objectif était de dévaster l'Allemagne afin d'atteindre son moral et de la paralyser totalement. Cette stratégie fut efficace, mais ses conséquences étaient horribles. En contradiction totale avec les conventions de guerre qui prescrivaient d'épargner les non-combattants, des dizaines de milliers de civils mouraient asphyxiés, déchiquetés et brûlés. Or, en 1918 puis en 1940, les Alliés avaient fermement condamné la guerre aérienne des Allemands. En septembre 1939, leur presse s'offusquait quand des obus allemands causaient quelques dizaines de victimes. En mai-juin 1940, au moment de l'attaque allemande, le discours se renforça. Les bombes qui tombaient sur des villes ouvertes étaient l'objet de condamnations très sévères. Quant aux Britanniques, ils promirent de ne jamais bombarder des villes ouvertes, quelle que fût la politique allemande. Dès lors, comment 5 ans plus tard allait-il justifier cela? Comment allait-il justifier ces morts non plus par dizaines, mais par centaines de milliers? Pour les futurs vainqueurs, une seule solution s'offrait, découvrir en face des crimes plus terribles. Autrement dit, charger le vaincu d'atrocités sans précédent dans l'histoire. D'où la reprise de la propagande soviétique avec ses chambres à gaz et ses millions de morts. En mars 1945, chez les Alliés occidentaux, le massacre de 5 millions de Juifs dans des chambres à gaz était considéré comme une évidence. Le 20 mars, un porte-parole de la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre affirma l'existence de preuves selon lesquelles le meurtre de gens dans des chambres à gaz était un plan délibéré orchestré par Hitler. Dans les jours qui suivirent,
la presse alliée annonça qu'après la victoire, Hitler serait poursuivi pour gazage aux homicides. Début avril, Radio Berlin démentit l'existence des chambres à gaz. Elle affirma qu'il s'agissait d'installations d'épouillage et que le gaz poison avait été utilisé pour des raisons sanitaires. Mais les journaux alliés rapportèrent la nouvelle dans de simples entrefilés, très souvent sur le ton de la moquerie. Le 21 avril, les premières photos du camp de Bergen-Belsen parurent. Les déportés morts du typhus étaient présentés comme des victimes de la barbarie nazie. Le bourreau nazi, c'était lui, Josef Kramer. Il avait laissé 60 000 prisonniers mourir de faim ou de maladie. Bergen-Belsen accrédita la légende des camps de la mort. Afin de présenter cette politique de famine comme ayant été générale, donc délibérée, le 27 avril, la presse montra ce soldat américain découvert dans un camp de prisonniers. Atteint du typhus, il fut présenté comme un affamé. Le lendemain, une autre photo du camp de Bergen-Belsen fut diffusée. Aux yeux du grand public, les milliers de cadavres attestèrent que les camps de concentration avaient été des camps de la mort. Son commandant, Josef Kramer, venait d'Auschwitz qu'il avait dirigé pendant plusieurs mois. Une déportée raconta qu'à Auschwitz, les prisonniers étaient gazés en 15 minutes dans des locaux spécialement aménagés. Ces photos et ces récits conditionnèrent les esprits. Fin avril, l'existence des chambres à gaz était considérée comme une évidence. Voilà pourquoi le 30 avril, la propagande alliée put annoncer tranquillement la découverte de plusieurs chambres à gaz à Dachau. Aux lecteurs déjà convaincus, ce cliché fut présenté comme la preuve. Le 22 mai 1945, dans une déposition écrite, Josef Kramer démentit l'existence des chambres à gaz à Auschwitz. Ces histoires, dit-il, étaient fausses de bout en bout. Fin août, la presse annonça l'imminence de son procès. Dans cette ambiance, toutefois, contester l'existence des chambres à gaz serait peine perdue. Voilà pourquoi le 1er septembre 1945, Josef Kramer adopta une autre stratégie. Il affirma l'existence des chambres à gaz à Auschwitz, mais dégagea toute responsabilité en racontant qu'il ne s'en était pas occupé. Les ordres de gazage, qui venaient de Berlin, étaient adressés au premier commandant du camp, Rudolf Höss. C'était la seule façon d'espérer sauver sa tête. Le procès de Kramer et de ses subordonnés débuta le 17 septembre 1945. Les prévenus devaient répondre de 4 millions de crimes. Sachant que l'accusation ne pourrait demander aux Russes une documentation probante sur les gazages homicides, le premier jour, le procureur annonça « Je propose d'appeler des témoins pour prouver l'existence des chambres à gaz à Auschwitz ». Le témoin principal fut une juive polonaise, Ada Bimko. Aujourd'hui, sa description d'une chambre à gaz n'est jamais citée, parce qu'elle est totalement fantaisiste. L'ayant déjà expliqué ailleurs, je n'y reviendrai pas. Pour les vainqueurs, toutefois, c'était sans importance. Ada Bimko avait confirmé l'existence des gazages homicides. La seconde confirmation vint lorsque, conformément à la stratégie adoptée, Kramer admit l'existence de chambres à gaz à Auschwitz. Pour le vainqueur, la victoire était totale. Le monstre de Belsen lui-même avait avoué. Condamné à mort, Kramer vit sa demande en grâce rejetée. Il fut pendu le 13 décembre. C'était quelques jours avant l'ouverture du grand procès de Nuremberg. Pourquoi son exécution ne fut-elle pas retardée le temps qu'il témoigne à la face des dignitaires nationaux-socialistes? Sans doute parce que les vainqueurs craignaient un retournement de sa part maintenant qu'il n'avait plus rien à perdre. J'ajoute qu'à Nuremberg, Ada Bimko ne fut pas appelée à témoigner. Son nom ne fut même jamais mentionné, comme le prouve l'index. J'y vois la preuve que les vainqueurs connaissaient la fausseté de son témoignage. Afin de pallier la difficulté, ils traquèrent et finirent par appréhender le premier commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. Peu après, la presse annonça qu'il avait avoué le gazage de plus de 2 millions de prisonniers jusque fin 1943. Le 15 avril 1946 à Nuremberg, un procureur américain lui lut ses aveux ébouriffants. Rudolf Höss répondit laconiquement qu'ils étaient exacts. Dans la presse alliée, ce fut la déferlante. Des exterminés par millions. L'homme qui admet avoir ordonné le meurtre de 2,5 millions de personnes a déposé aujourd'hui lors des procès pour crimes de guerre. Une brute simiesque admet le meurtre de 2 millions de juifs. 2 millions de juifs massacrés en 3 ans dans un camp nazi.
Un Allemand raconte comment 2 500 000 personnes ont été tuées à Oswiecim. Les Anglo-Américains avaient atteint leur objectif. Ils avaient confirmé la propagande sur les chambres à gaz et leurs millions de victimes. Ainsi pouvaient-ils justifier leur bombardement de terreur, comme l'avait fait par avance un éditorialiste américain. Le 4 mars 1945, après avoir évoqué les tonnes de bombes larguées sur l'Allemagne, l'éditorialiste avait précisé « C'est la monnaie de la pièce rendue pour la Pologne et les Pays-Bas et la Grèce et la France, pour Lidice et les chambres de torture, pour les exécutions dans les chambres à gaz en Pologne et en Russie, pour l'affamement des Juifs et des Russes par milliers jusqu'à ce que les survivants ne soient plus que des squelettes ambulants. » L'éditorialiste concluait que face aux atrocités nazies, les méthodes de guerre alliées sont douces, elles sont conformes aux lois de la guerre. Telle est l'origine du mythe de l'Holocauste. Il s'agissait pour les vainqueurs de justifier leur stratégie criminelle. Dans cette affaire, les Juifs en tant que Juifs n'ont joué aucun rôle décisif. En 1946, les chambres à gaz homicides d'Auschwitz étaient présentées ainsi. Une salle banale d'environ 200 mètres carrés dans laquelle 2000 victimes auraient été entassées. Il va de soi qu'aux États-Unis, ceux qui connaissaient la complexité des chambres à gaz construites pour exécuter un seul condamné à mort durent nourrir de sérieux doutes. S'y ajoutaient tous les employés du secteur de la désinfection. Nombre d'entre eux durent s'interroger sur la véracité de la propagande soviétique. Quant à la prétendue chambre à gaz de Dachau, ils ne purent qu'être frappés par la similitude des portes et par le tas d'habits. Beaucoup durent comprendre qu'il s'agissait d'un simple local de désinfection, comme c'est aujourd'hui reconnu officiellement. Dès lors, pourquoi personne n'éleva publiquement la voix? Parce que la propagande sur les atrocités nazies n'avait pas seulement justifié les bombardements de terreur, elle avait aussi légitimé la guerre d'extermination menée contre le national-socialisme. Le 14 mai, un organe militaire américain titra « Dachau répond à la question « Pourquoi nous avons combattu ?» Peu auparavant, le quotidien communiste Ce Soir avait annoncé « Buchenwald, le camp de l'horreur, ne sera pas détruit. Il portera témoignage contre un régime qui doit disparaître à jamais. » Le 25 avril, enfin, la propagande britannique avait lancé à propos du camp de Bergen-Belsen « Ce que vous voyez apporte la condamnation définitive du parti nazi. Cela justifie entièrement toutes les mesures que les nations alliées pourront prendre pour éradiquer le parti. » Par conséquent, celui ou celle qui aurait douté de la propagande alliée se serait vu répondre « Comment? Vous voulez défendre cela? Êtes-vous un nazi ?» Personne ne voulant être soupçonné ni de sympathie pro-nazie ni de défendre l'indéfendable, tous les sceptiques se turent. Quant aux Allemands, ils subirent une rééducation forcenée. Le vainqueur les força à voir des reportages sur les atrocités nazies. Une femme ayant ri après la séance fut contrainte de regarder le film une deuxième fois. Voilà pourquoi le mythe des chambres à gaz ne rencontra aucun obstacle sérieux. Il ne faut pas y voir le résultat d'un complot, mais celui d'une pression sociale irrésistible et d'un entraînement général. Sans surprise, les Juifs profitèrent de l'occasion. Dès mars 1944, les sionistes et leurs alliés élevèrent la voix. Le 26 avril 1945, un quotidien britannique évoqua les millions d'exterminés avant de lancer « À long terme, l'avenir des Juifs en Palestine et, dans une certaine mesure, l'avenir des Juifs en Europe ne peut être garanti que par la création d'un État juif en Palestine. » 5 mois plus tard, il annonça un projet de construction en Palestine d'un monument à la mémoire des 6 millions de Juifs exterminés. La dynamique était lancée. Le vainqueur ayant lui-même cautionné le mythe, il ne pouvait plus reculer devant ses conséquences géopolitiques, la création d'un foyer national juif. Celui-ci vit le jour le 14 mai 1948. Bien évidemment, les sionistes feraient tout pour que la croyance aux chambres à gaz perdure, car le mythe justifiait, et justifie encore, l'existence de l'État d'Israël. Mais faut-il invoquer un complot juif pour expliquer l'enracinement du bobard depuis 1948? Non, si la croyance perdure, c'est pour plusieurs raisons qui relèvent de la psychologie humaine. Dans les années d'après-guerre,
ceux qui exposèrent l'Holocauste considérèrent l'existence des chambres à gaz comme suffisamment démontrée par les aveux du premier commandant d'Auschwitz. Le cas de Rollilberg est édifiant. Son pavé de plus de 1000 pages ne comporte aucune étude matérielle de l'arme du crime. En 1986, Serge Klarsfeld l'admit. Après la guerre, personne ne s'était préoccupé de rassembler des preuves matérielles. Les témoignages suffisaient. En 2005, l'historienne Annette Vivorka confirma. Jusqu'aux années 1970, la matérialité du gazage et de la crémation ne pouvait faire l'objet d'aucun doute, fût-il méthodique. Et depuis, l'auteur répondait qu'il y eut des chambres à gaz à Birkenau était pour tous une évidence, et elle le reste. En 2005 donc, rien n'avait changé. Les historiens partaient du principe que les chambres à gaz avaient existé. Or, deux spécialistes expliquent, les gens ne croient pas aux rumeurs parce qu'elles paraissent vraies, mais qu'elles semblent vraies parce qu'il y a une croyance préalable. Partant d'une croyance préalable, l'existence des chambres à gaz, les historiens croient donc tous les racontars qui circulent à leur propos. Un autre spécialiste des rumeurs ajoute « La recherche psychologique démontre que, une fois notre opinion faite sur une personne, notre perception des faits qui pourraient infirmer ou confirmer cette opinion se fait de façon biaisée. Nous sous-évaluons les faits qui infirment notre opinion initiale. Ce constat ne s'applique pas uniquement aux personnes, il est valable pour les faits. Les historiens partant du principe que les chambres à gaz ont existé, tout ce qui infirme leur opinion initiale est minimisé, voire nié. Annette Vivorka, par exemple, assure « Les témoignages sont si nombreux, d'origine si différente, que le récit polyphonique qu'ils écrivent ne peut être que globalement conforme à la vérité, même si dans tel témoignage, une ouverture par laquelle arrive le Zyklon B est mal placée. » Voilà donc comment cette historienne écarte d'un revers de la manche le fait que sur le toit de la prétendue grande chambre à gaz de Birkenau, les ouvertures pour l'introduction du Zyklon B ne sont pas mal placées, on n'en voit aucune. Par conséquent, les milliers de publications dites scientifiques sur l'Holocauste peuvent s'accumuler, ce n'est pas un gage de vérité. Seulement voilà, Jean-Noël Kapferer souligne « On constate que plus une rumeur est diffusée, plus elle convainc facilement. Tant de monde ne pourrait pas se tromper. Si la rumeur était fausse, elle n'aurait pas dépassé les innombrables autres personnes qui, comme nous mais avant nous, l'ont rencontrée. Mon expérience du révisionnisme m'a démontré la force de cet argument. Combien de fois n'ai-je pas entendu « Une poignée de négationnistes ne peut avoir raison contre le monde entier ». Mais un dernier argument pèse davantage. Sous le titre « Le désir de croire », Jean-Noël Kapferer explique « Si l'information ne satisfait aucun désir, ne répond à aucune préoccupation latente, il n'y aura pas de rumeur. Pour que la rumeur s'installe, un intérêt à la croire doit préexister. À la limite, la rumeur ne convainc pas, ne persuade pas, elle séduit. » Il a raison, et c'est précisément le cas avec les chambres à gaz. Parce que le prétendu Holocauste justifie l'existence de l'État d'Israël, alors les sionistes veulent croire au mythe des chambres à gaz. Ensuite, parce qu'au nom du plus jamais ça, l'Holocauste permet de combattre l'antisémitisme et le nationalisme, alors les juifs en général veulent croire au mythe des chambres à gaz. Enfin, parce que profondément individualistes, les Européens rejettent le national-socialisme qui prône la primauté du bien commun sur les intérêts particuliers, alors les goïms veulent croire au mythe des chambres à gaz, car il leur permet de lancer, même si le national-socialisme a pu enregistrer des réussites sociales, à ce prix-là, on n'en veut pas, on préfère la démocratie. Voilà pourquoi, aussi paradoxal que cela puisse paraître, sous nos latitudes, de très nombreuses personnes, juives et non juives, veulent croire au mythe des chambres à gaz. S'adressant à ces contradicteurs, le professeur Forisson leur demandait « Pour vous, l'inexistence des chambres à gaz serait-elle une bonne ou une mauvaise nouvelle ?» Preuve qu'il connaissait ce désir de croire manifesté par tant de gens. Contrairement donc à ce que prétendent les antirévisionnistes, le professeur Forisson ne postulait l'existence d'aucun complot. En cela, je suis son disciple. À mes yeux, l'histoire et les mécanismes psychologiques suffisent pour expliquer la croissance et la persistance de la rumeur d'Auschwitz. Certes, les masses sont soumises à une propagande écrasante, orchestrée en haut lieu.
d'où une responsabilité fortement diminuée. Mais outre qu'il n'y a là aucun complot, si cette propagande fonctionne à merveille, c'est parce que de nombreux goïms ne lui offrent guère de résistance, voulant être convaincus afin de pouvoir justifier leur rejet de toute idéologie d'ordre. Là encore, mon expérience du révisionnisme me l'a démontré. Lorsque des gens me lancent « Vous ne pouvez pas avoir raison contre le monde entier », je leur réponds « Pour vous en assurer, encore faudrait-il lire ou écouter les révisionnistes ». Or, beaucoup refusent, même si on ne leur tend qu'une petite brochure ou qu'on leur propose une vidéo courte. Un jour, j'ai demandé à un proche « Pourquoi ne me lis-tu pas ?» Il m'a répondu « Parce que je ne suis pas d'accord avec toi ». Sachant qu'il ne m'avait pas lu, il ne pouvait pas juger mes arguments révisionnistes. Ce qu'il rejetait, c'était les implications politiques du révisionnisme, dont je ne fais pas mystère. D'où son refus de me lire, afin de ne pas être gêné dans sa petite vie, ce que je puis comprendre. Mais en croyant servir leurs intérêts égoïstes, les goïms se trouvent désarmés lorsque le chiffon rouge de l'Holocauste est agité devant eux. Voilà pourquoi je pense que l'affirmation selon laquelle les Juifs gouvernent tout le monde blanc occidental mérite d'être précisée. C'est indéniable, la communauté juive dispose d'associations qui lui permettent de peser sur les sociétés occidentales. Mais si les Juifs sont forts, c'est parce que les goïms sont faibles. Et si les goïms sont faibles, c'est parce que le mythe des chambres à gaz auxquelles ils veulent croire les paralyse. Mon analyse déplaira sans doute à beaucoup. Ceux-là me lanceront « Vous accablez les goïms alors que les Juifs sont coupables !» En guise de réponse, je leur citerai cette lettre peu connue de Louis-Ferdinand Céline, un auteur que l'on ne peut soupçonner de philosémitisme. Début avril 1942, il écrivit « Pour ne rien vous cacher, toute cette histoire juive en France me dégoûte énormément. Avec Vala, sans Vala, avec Darquier, sans Darquier, avec Ridouille ou Totoche, dans la France entièrement juive, corps et âme comme nous la trouvons, le résultat de toutes ces mesures sera finalement le même, grimace. » Et d'ajouter ce passage capital, « On ne devrait déjà plus parler de la question juive, c'est la question aryenne qui se pose. Antisémite veut dire méchant et dégoûté, c'est arien d'honneur que je voudrais être. » Le message de Céline était donc le suivant. Si les Français n'étaient pas totalement enjuivés, alors la question juive devrait être résolue. Le problème n'est pas seulement chez les Juifs, il est avant tout chez les goïms qui sont incapables de s'élever. Par conséquent, leur antijudaïsme est stérile. La situation n'a pas changé. Pour en sortir, il faut cesser de se focaliser sur les Juifs et prendre les problèmes autrement, à commencer par celui du prétendu Holocauste. Sachant que ce sont les vainqueurs de 1945 qui ont promu le mythe de l'Holocauste afin de justifier leur stratégie criminelle, la responsabilité première se trouve chez nous, pas chez les Juifs. C'est donc chez nous qu'il faut agir en expliquant comment, à partir de 1944, le mythe a été promu par les Anglo-Américains. Faire intervenir les Juifs et Israël, c'est embrouiller la question et surtout la rendre 6 millions de fois plus polémique. Bien entendu, les associations juives ne nous laisseront pas faire. Mais il faut alors les prendre à leur propre jeu. Il faut leur dire « Au nom du plus jamais ça, vous ne luttez pas seulement contre l'antisémitisme, vous prétendez combattre toutes les formes de racisme et de xénophobie. Dès lors, peu importe que les victimes de l'Holocauste aient été des Juifs, des Jordaniens ou des Japonais. C'est le racisme des Blancs qui est mis en accusation. L'Holocauste est donc une affaire entre goïms de race blanche. De plus, il menace l'existence de l'Europe blanche, déjà avec la submersion migratoire. Par conséquent, laissez-nous régler la question en paix. Si l'Holocauste est un fait historique 1000 fois démontré, alors vous n'avez rien à craindre. Si en revanche, l'Holocauste se révèle être un bobard de propagande, alors vous n'avez pas le droit, au nom de vos intérêts supposés, de nous priver de la vérité. Car la vérité nous rendra libres et nous voulons redevenir maîtres chez nous, afin de préserver notre race et de pérenniser notre civilisation avec le national-socialisme. Telle est ma position, issue de nombreuses années d'études et de réflexions. Mon combat est avant tout positif. C'est un combat pour l'Europe et pour les miens, pas contre les autres. Ai-je tort? Peut-être. Mais je m'aperçois qu'après 30 ans de militantisme et malgré de dures épreuves, je suis encore là, entièrement libre de travailler pour la cause que je défends. Quand je considère ma situation, je ne puis m'empêcher de méditer cet enseignement du sage Louis Cassio. Tout ce que nous aimons nous sert et nous libère.
Tout ce que nous haïssons nous échappe et nous opprime à la fin. J'aime la vérité. J'ai l'audace de croire qu'elle m'a libéré plusieurs fois, notamment fin juin 2015, quand l'occasion s'est présentée de fuir la France pour l'Angleterre, et fin octobre 2021, lorsque j'ai pu échapper à une arrestation. Je ne déteste personne. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, dans ma cavale, je ne ressens aucune oppression. Bien au contraire, je ne me suis jamais senti aussi libre de travailler. N'ayant pas la prétention d'être un gourou, je ne contrains personne à me suivre. Je laisse les gens libres de leur façon d'être. Mais je pense que mon exemple vaut d'être médité.